sommes partis pour cette prochaine vidéo de la partie des structures de données proprement dit. D'accord, parce qu'on avait fini avec la partie sur la programmation Python. Et là, on est sur la deuxième vidéo sur les structures de données. Donc, la dernière vidéo parlait des tuples, lists et dictionaries. D'accord. Maintenant, nous allons parler de ce que c'est qu'un objet, d'accord? Donc, une structure de données en tant qu'objet. Parce que la structure de données en soi, c'est pas un objet, c'est pas obligé d'être un objet. Parce que en C, par exemple, avant, il n'y avait pas cette euh, organisation en objet, d'accord? Donc, un objet, c'est quoi? C'est des attributs et des méthodes. Les attributs, c'est comme des paramètres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs variables à l'intérieur de l'objet. Et puis il y a plusieurs fonctions qu'on appelle les méthodes. Mais avant, il n'y avait pas cette façon de faire. Avant, il y avait ce qu'on appelle les structures. D'accord, c'est les structures qui permettaient de ranger plusieurs données, plusieurs variables dans une même variable. Donc, ce qui fait qu'il est structuré. D'accord, c'est une structure. Et puis, on déclarait des fonctions qui allaient s'appliquer sur cette structure. Mais on va voir que dans la programmation orientée objet, on a une approche qui organise le code autour des objets. Donc, ça permet en fait de mieux organiser tout ça. Parce qu'on a des classes qu'on définit, d'accord? Maintenant, on crée des objets à partir de ces classes. Et puis, nous avons quelque chose de plus structuré. Peut-être quand on veut retrouver, par exemple, si c'est un point, on crée une classe point. Quand tu crées maintenant un point, tu peux facilement retrouver son X, son Y rapidement parce que tu sais que ça vient de telle classe. Voilà. Mais comme j'ai dit, ça me gêne de parler de ça maintenant parce que on va vraiment parler de ça de C++. Mais ici, c'est juste pour comprendre que les objets, les structures de données peuvent être, sont généralement codées avec la programmation orientée objet. Encore. Voilà les attributs et les méthodes dont je parlais tout à l'heure. Euh, Maintenant, on va voir qu'il y a des avantages à ça et des inconvénients. Donc, par exemple, modularité et réutilisation de code. Donc ici, il y aura beaucoup de littérature, donc ça ne sera pas une vidéo très longue. La modularité, donc en gros, si vous voulez lire, vous mettez pause, hein, mais en gros, modularité, ça veut dire que le code est facilement modifiable, d'accord? Parce qu'il y a une classe, vous créez d'abord une classe spécifique, d'accord? Et maintenant, tout ce que vous avez créé comme objet, ça sera partie de cette classe. Si vous voulez modifier parce qu'il y aura après beaucoup d'objets que vous allez créer. Si vous voulez modifier la structure de tous ces objets-là, vous allez modifier seulement la classe et ça permet d'avoir une meilleure modularité. D'accord. Le code est euh, on peut facilement modifier le code sans avoir à chercher trop les fonctions où ça se trouve et tout, d'accord, parce que vous avez tout réuni dans une classe. Maintenant, réutilisation. Euh, une fois une classe écrite, elle peut être réutilisée dans différents projets ou partie d'un même projet. Voilà, donc quand vous créez une classe aussi, ça permet que vous pouvez facilement réutiliser ça ailleurs, d'accord. Tout ça toujours parce que c'est structuré, c'est mieux structuré. Euh, et avant de continuer, j'ai à préciser que la programmation orientée objet, vu que c'est quelque chose, c'est un paradigme qui structure vraiment le code. C'est pour ça qu'il est souvent très lié avec la structure de données. Parce que qui dit data structure dit qu'il faut une bonne structure. Ben, qui dit bonne structure dit meilleure manière de coder, d'accord? Une bonne façon de coder. Et la bonne façon de coder, c'est en programmant avec le paradigme orienté objet, d'accord? Donc, ce qui fait que je fais cette vidéo pour expliquer un peu ça. Et on va voir qu'il y a aussi des désavantages ce paradigme. Abstraction et encapsulation. Donc, grosso modo, abstraction, ça veut dire quand vous créez une classe, ça a ses méthodes, d'accord, ça c'est attribué à ses méthodes. Euh, pour accéder à ces attributs-là, c'est pas directement, d'accord, c'est à travers les méthodes. Donc, ce qui fait qu'on a bon, ce dont je parle maintenant, c'est l'encapsulation, d'accord. L'encapsulation, ça veut dire les données de la classe même ne sont pas directement accessibles. Il faut utiliser une fonction. Par exemple, on a la voiture et quand vous voulez rouler, quand vous voulez avancer, vous appuyez sur la pédale, d'accord. Il y a aussi le levier de vitesse. Tout ça, en fait, c'est juste une abstraction parce qu'en réalité, ça actionne un moteur à l'intérieur ou ça actionne, je sais pas, un système mécanique
quelconque à l'intérieur. C'est pas vous qui actionnez le vrai système qui fait avancer la voiture, mais vous utilisez seulement l'objet qui vous... Enfin, pas l'objet, vous utilisez juste la fonctionnalité, d'accord? Parce que c'est une fonctionnalité. Donc, l'abstraction, en gros c'est permettre à l'utilisateur de s'abstenir juste à ce qu'il a besoin. Parce que par exemple, quand vous créez une classe, la personne qui va utiliser n'a pas besoin de voir le code que vous avez écrit pour cette classe. Il utilise seulement les fonctions directement, il appelle. D'accord? Il appelle classe point la fonction, classe point la fonction, etc. Donc c'est ça l'abstraction, d'accord? L'abstraction, ça veut dire on épargne tout ce qui est trop technique pour l'utilisateur final. Encapsulation, ça veut dire les données de la classe en elle-même, d'accord? Les variables qui sont dans cette classe-là ne sont pas accessibles directement. Donc ça crée aussi des sécurités, d'accord, dans le code. Héritage et polymorphisme. Donc ça, c'est aussi des termes un peu techniques ici. Donc j'explique rapidement. Héritage, ça veut dire qu'une classe enfant peut hériter des fonctionnalités du parent en plus de nouvelles fonctions que vous allez lui ajouter. D'accord. Donc par exemple, on a la classe véhicule. Maintenant, l'enfant de ça peut être la classe voiture, d'accord. Donc la classe voiture, maintenant, c'est spécificité. On sait que une voiture a 4 roues, d'accord. Et si c'était une moto, ça allait être 2 roues. Donc chacun a ses spécificités. Polymorphisme, il permet à des objets de différentes classes d'être traités de manière uniforme si elles implémentent une interface commune. On va pas parler de ça. Je préfère d'abord sauter ça. 4. Facilite la collaboration et le développement en équipe. Voilà, aussi l'avantage de ça, c'est développeurs peuvent travailler sur différentes classes indépendamment. Chacun peut se concentrer sur une partie spécifique du projet et les classes peuvent être intégrées ensemble plus tard. Donc ça facilite le travail d'équipe. D'accord, vous programmez chacun des classes de votre côté et puis les intégrer. Enfin, il y aura un code principal, les intégrer est plus facile par rapport à la programmation procédurale. C'est plus évident de cette façon. Intégration. Inconvénient de la programmation orientée objet. Donc, c'est vrai maintenant ce dont il faut parler parce que je crois que dans les formations, on n'en parle pas souvent assez. La programmation orientée objet peut être complexe au début. Surtout si vous commencez à programmer, ça va être très complexe. Parce que créer les classes, après il y a les objets, il y a l'héritage, l'abstraction, il y a beaucoup de notions qu'il faut vraiment bien comprendre pour coder la programmation orientée objet. Sinon après ça sera vraiment ça sera un enfer après pour corriger le code et tout si vous n'avez pas toutes ces notions là. Donc d'entrée de jeu ça peut être compliqué et même pour les experts ça peut être compliqué hein, parce que quand plus le code est volumineux en fait, plus il y a de classes et des héritages et beaucoup de choses, plus ça rend la compréhension assez complexe. Donc, plus de code est écrit initialement, donc c'est normal parce qu'il faut d'abord créer la classe, après vous allez créer les objets qui viennent de cette classe. Quand vous avez une classe, vous pouvez faire l'héritage. L'héritage encore, c'est, comment je peux dire, ça crée, euh, ça utilise encore plus de mémoire parce que ça prend d'abord ce qui est là, puis enfin, bref, pour dire que il y aura forcément d'abord plus de code écrit qu'en codant de manière procédurale. Les performances potentiellement réduites. Donc, potentiellement, attention, parce que ça peut arriver que vous codez en procédural, mais les performances sont moins bonnes qu'en programmation orientée objet. Tout va dépendre de comment vous avez analysé votre problème à la base. Si vous avez mal analysé, généralement en programmation orientée objet, ça sera moins performant. Parce que la programmation orientée objet est très stricte par rapport à la procédurale. Donc, vous devez vraiment bien analyser d'abord en amont avant de commencer à coder en orienté objet. En procédural, il y a ça peut arriver que vous n'analysez pas très bien, mais d'accord, vous avez un truc qui fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on dit potentiellement réduit, d'accord. Sur ingénierie possible, bon, je crois qu'il y a aussi.
Dans certains cas, les développeurs veulent se lancer dans une approche trop sophistiquée d'architecture orientée objet en créant trop de classes. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un problème qui vient souvent. Vous êtes un orienté objet pour chaque entité de votre code. Quand je dis entité, ça veut dire généralement, ce sont on peut dire les utilisateurs. Bon, généralement, même si je prends un cas simple, on parle de différents types d'utilisateurs, par exemple, l'utilisateur, peut-être, bon, utilisateur normal, administrateur, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est une entreprise, vous allez avoir peut-être le compte secrétaire, le compte tel, le compte trésorier, le compte dans une application. Parce que chacun a son niveau de privilège, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire dans l'application. Donc, parfois, vous créez trop de classes inutiles. Ça gonfle le code pour pas grand-chose en fait, en programmation orientée objet. D'accord. Alors que si vous étiez en procédural, ça aurait pu éviter d'écrire beaucoup de code. Donc, c'est aussi ça le problème. En fait, donc, inconvénient, je précise dessus parce que la programmation orientée d'objet a beaucoup d'avantages. Beaucoup, vraiment beaucoup, mais faites attention aux inconvénients dont je viens de parler. À cause, c'est une des raisons pour laquelle moi je programme beaucoup plus en C, C++ et non en Java. Mais C++ aussi, ça a ses inconvénients, bien sûr. Donc, juste en C++, il faut être plus attentif sur la sécurité et aussi sur la gestion de la mémoire. Donc, si vous gérez les deux là bien, je crois que vous pouvez un peu vous affranchir de. Mais ça n'enlève rien au fait que la programmation orientée objet est très utile dans beaucoup de cas. D'accord. Parce que même moi qui programme en C++, le C++ en fait permet de programmer en orienté objet. Donc, ce qui fait que vous pouvez mixer les deux. C'est ça qui fait aussi la force, la grosse force en fait d'avoir le C++. C'est pour ça qu'on voit toujours C/C++ dans peut-être les documentations, les formations. C'est toujours les deux liés. Que ça, les deux ensemble fait que vous pouvez faire soit en procédural, soit en orienté objet, tout ça toujours dans le même code. Donc c'est une grande force aussi. Et on a donc un exemple ici pour illustrer, comme je disais, la classe point. En fait, bon, grosso modo, quand vous créez une classe, il y a d'abord ce qu'on appelle le constructeur. Encore c'est lui. Le constructeur, en fait, c'est quoi? C'est que quand vous allez créer votre objet à partir de cette classe, vous allez ça va initialiser certaines valeurs directement. Ça veut dire dès que vous créez l'objet, les données qui sont dans cette classe là directement sont initialisées. Comme vous voyez ici, on met self xy. Self, c'est l'instance de l'objet même qui sera créé. Donc si par exemple, comme j'ai dit pour la voiture, on a la classe véhicule. Bon, disons la classe voiture, je crée la voiture, d'accord. Bon, disons véhicule, je crée le véhicule, je dis que ça a 4 roues, bien je peux dire que ça a 6 roues. Dès la création de la voiture, d'accord. Maintenant, vous pouvez aussi créer une voiture d'abord qui n'a pas de roues et puis vous ajoutez les roues sur la voiture. C'est aussi un truc qui est possible, d'accord. Donc, le constructeur dans la classe, c'est juste quelque chose qui crée directement l'objet avec toutes les spécificités de l'objet. Et tous les attributs de l'objet prennent des valeurs initiales. Comme vous voyez ici, on a self.apps, self.ord. Donc apps c'est ordonné. Apps on met x. Donc le x c'est l'utilisateur. Quand il va créer l'objet, il lui donne un x. Donc par exemple, ici en apps on a 2, en ordonnée on a 3. D'accord. Donc on a un point de coordonnées 2, 3. Donc déjà ce que je vais faire c'est copier ce code pour qu'on ait la coloration syntaxique dans ici à l'intérieur. Donc je supprime ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça c'est pour le constructeur, d'accord. C'est aussi comme une fonction, mais c'est une fonction qui est appelée directement lorsque vous créez l'objet. Donc quand vous appelez l'objet, vous mettez les paramètres x et y directement, ça prend ce que vous avez mis là. Puis en fait c'est ce que je fais ici. Quand il fait point comme ça, ça veut dire que j'appelle la classe point.
et j'initialise avec 4, 5, donc ça va prendre x4, y5. Donc directement comme ça crée un point comme ça. Si j'avais pas créé le constructeur, ça allait créer un point de 0, 0. D'accord, parce que ça allait pas initialiser quelque chose. Et puis j'allais ajouter une fonction pour mettre x à un nombre voulu et une autre pour mettre y à un nombre voulu. Ou bien une fonction qui met les deux. Mais vous voyez que ça fait double travail. Donc généralement on crée un constructeur comme ça pour initialiser l'objet. Et puis on a d'autres fonctions maintenant. Ici ça retourne l'abscisse, d'accord. Ça c'est maintenant ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est la notion d'encapsulation. Donc au lieu de faire ceci, parce qu'on pouvait faire, si on veut accéder à x, on fait p.x, d'accord. Mais là du coup p.ord, l'ordonnée, non, c'est abscisse x, p.abs, pour avoir accès à la valeur abscisse de cette classe. Sauf que généralement les attributs, parce que ça c'est un attribut abscisse, les attributs généralement sont privé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça, accéder directement à une donnée comme ça, sauf si vous avez déclaré dans la classe en public. Donc généralement, c'est ça qui fait un peu la sécurité. Quand on encapsule, on ne peut pas accéder directement comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une fonction qui permet d'accéder à cette abscisse-là et on crée une autre. Donc chaque attribut en fait généralement sa fonction pour... Donc c'est dans des projets ou bien dans des cas concrets que vous comprenez vraiment le rôle de ça. Et que c'est pas bon quand on peut accéder directement à un attribut d'un objet, voilà, d'une classe. Donc du coup on a une fonction radius. Ici c'est pour calculer le radius. Quand vous avez un point sur un plan cartésien xy, vous pouvez calculer son module, comme ça qu'on appelle ça souvent, le module et l'angle. Donc ceci calcule le module get radius, ceci calcule l'angle. Vous voyez la formule du module, racine de a carré plus b carré. Donc abscisse au carré plus ordonnée au carré. Donc quand on fait deux étoiles comme ça, c'est pour dire puissance 2. Donc on a puissance de 2, puissance de 2 ici. Pour calculer l'angle, il y a les différents cas. On a, si l'abscisse est égal à 0, on considère qu'on retourne 0, mais en réalité je crois que quand l'abscisse est égal à 0, on peut avoir soit y à plus, soit y à moins. Ce qui fait qu'on peut avoir un angle. En fait, généralement, il y a un angle ici, je me souviens plus trop. Je crois que c'est pi sur 2. Je pense bien. On a un angle ici. Bref, angle égal à mat.arc tangent de ordonnée sur l'abscisse. Donc ici, c'est pour calculer l'angle. Ça, c'est si l'abscisse n'est pas égal à 0, bien sûr, parce qu'on a traversé là. Donc on calcule comme ça l'angle. Et puis on formate l'angle là. Ça veut dire quoi? Puisque ça va nous donner un angle. Si l'angle est négatif, on va vouloir en fonction de la direction de l'abscisse ou de l'ordonnée. Donc ici on vérifie si l'abscisse est 0. Donc si y est à 0, on vérifie maintenant si x est supérieur à 0. Ça retourne juste l'angle comme ça. Donc c'est pour ça qu'il écrit si abscisse est supérieur à 0, retourne angle. D'accord. Retourne angle si ceci est supérieur à 0. Donc je pense que j'ai eu à parler de cette écriture ici. D'accord. Ça retourne cette valeur si la condition qui est ici est correcte. Sinon, ça va retourner plutôt l'autre aussi. Donc c'est une manière plus rapide d'écrire le if que d'écrire le if else comme ça. Sur une ligne comme ça. On met la valeur et on met les conditions if, ce que la condition à vérifier, sinon une autre valeur. Donc si c'est abscisse supérieur à 0, ordonnée supérieure à 0, on a l'angle.
Sinon, on a l'angle plus pi sur 2. Donc ça, c'est pour ramener ça, enfin, pour que l'angle soit positif. Parce que je crois, dans ce cas, on a l'ordonnée qui sera plutôt négatif. Parce qu'on est dans le sinon. Si l'ordonnée est négative, ça veut dire qu'on a y en bas. Ça veut dire qu'on est dans le troisième cadran. Donc pour ramener, c'est normal de faire plus pi sur 2. Donc pour ramener ça dans le positif. Maintenant, sinon, on retourne. Parce qu'en fait, ici, quand on fait plus de pi, bon, ça c'est la mathématique. Hein. Quand on fait plus de pi, on n'a pas vraiment changé l'angle. C'est juste pour ramener ça en positif. Et ici aussi, c'est pour ramener ça en positif. Mat plus pi. Alors, c'est là le cas où l'abscisse est supérieur à 0. Donc, en y, on a positif. Mais en x, on est en négatif. D'accord. Donc, ça c'est la mathématique juste. Hein. C'est pour calculer l'angle et maintenant juste l'arranger pour qu'il soit positif. J'oublie le terme exact en mathématiques qui en trigonométrie qui arrange tout ça. Maintenant, quand ça, on a fini maintenant de créer la classe. Maintenant, pour créer un objet à partir de cette classe, on crée juste la variable qui va contenir. Enfin, la variable là, ça sera l'objet en soi. C'est ça l'objet. D'accord. Et puis on a la création de l'objet. Point. Enfin, on écrit le nom de la classe et puis on met juste les valeurs initiales. Si le constructeur existe. Parce que s'il n'y a pas de constructeur, on ne va rien mettre ici. Parce que ça sera juste comme ça. Point, parenthèse. Comme il y a un constructeur, on précise les paramètres que le constructeur attend. Donc il attend x et un y. Et puis on peut afficher maintenant p.abs. Bon, comme j'expliquais, normalement ça c'est interdit. Programmation orientée objet. Les données qui sont dans la classe, d'accord, dans l'objet, ne doivent pas être accessibles directement comme ça. Généralement, on doit passer par une fonction. C'est pour ça qu'ils ont créé la fonction. On a créé cette fonction getAbscisse et getOrdonnée, ordinate. Mais bon, pour l'exemple, on va supposer que c'est ça. Ce que je vais faire, bon, je vais exécuter directement ici. Tam.py. Ah oui, il faut mettre ce Python 3. Voilà, ça me donne 4 et 5. Ce sont mes deux valeurs. Et normalement, il y a un mot-clé privé qu'on doit mettre comme ça. Bon, je sais plus comment on fait ça en Python, mais l'important ici c'est juste de comprendre un peu de manière globale comment la programmation orientée objet fonctionne. Nous ne sommes pas ici pour les détails, mais on pouvait utiliser bien la fonction getAbscisse et getOrdonnée. Donc ce que je vais faire c'est point get, quoi c'est get underscore abscisse et get.ordinate. Donc ça les deux. Bon, il faut attention ici, c'est une fonction. Donc ça va afficher en utilisant les fonctions, c'est pareil. Ah oui, j'ai mal écrit ici. Ordinate. Get ordinate ici. Voilà, donc on peut passer par. Bon, généralement on va passer par la fonction, par une fonction comme ça, avant pour pouvoir accéder aux attributs. Donc c'était tout pour les objets. Dans la prochaine vidéo, on va parler des nombres aléatoires parce que c'est aussi important dans la structure de données, dans les structures de données, enfin dans le traitement des données en général. Donc, quand on veut traiter les données, on a on veut tester quelque chose dans notre programme, dans notre code. On a besoin d'une vaste plage de données sur lesquelles on va expérimenter notre code, notre algorithme. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo et
Je vous dis sayonara les Nakamba. Comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai dans le ventre comme un seppuku. Et je me surpasse toujours comme